Le football brésilien, c'est Pelé, les Français en savent quelque chose. Sans Pelé, ils n'auraient fait qu'une bouchée du Brésil. Oui mais voilà, Pelé leur a coupé les jambes avec son premier but. Et pourtant, l'équipe de France était en vert. Regardez cela. Ils s'en donnent à cœur joie, les avants français. Toutes ces combinaisons finissent par être payantes. Voilà comment Wisniewski égalise. Alors, M. Pelé reprend les commandes de son équipe, il donne des frissons aux défenseurs français, Bonnel perd la tête, il fauche à l'adversaire. Penalty, Pelé se paie un second but et puis il rentre à nouveau dans sa coquille. Les avants français ressortent le grand jeu, Douis en tête, Douis c'est le Pelé de l'équipe française, il va le montrer dans un instant. Voilà comment on donne un but à ses partenaires. Mais Pelé, lui, il préfère marquer tout seul ses buts, c'est ce qu'il fait, et on peut dire que c'est lui qui a battu l'équipe de France, qui d'ailleurs ne méritait pas de perdre. Il est long le chemin qui mène à la gloire, et c'est sans doute pour cela que les bébés matadors espagnols prennent les devants. On fait timidement connaissance avec le fauve, lui aussi un bébé taureau, guère plus rassuré il est vrai, courageux mais pas téméraire. Enfin, c'est le grand moment, le matador affronte le monstre. Ce n'est plus un fauve, c'est un lapin ce taureau-là. Remarquez la classe, le style de la nouvelle vague, avec le taureau ce serait sans doute une autre histoire. Mais tout de même, maman est fière de son petit prodige. Un petit prodige qui attendra de ne plus pleurer pour être un homme et qui aura encore l'occasion d'apprendre qu'il est vraiment très long et douloureux, le chemin qui mène à la gloire. Au cours du 18e voyage du général de Gaulle, Saint-Dizier aura été une étape importante. Le chef de l'État y a rencontré le maire de Berlin-Ouest, M. Willy Brandt, et a évoqué avec lui le problème de Berlin et l'avenir de l'Europe. Colombey-les-Deux-Églises, par contre, où le voyage prit un aspect privé, fut une étape de détente consacrée en quelque sorte aux relations de bon voisinage. À Chaumont, de nouveau, le président de la République, devant une foule considérable, a traité des problèmes de la construction de l'Europe. Car si ce voyage fut émaillé lui aussi d'arrêts surprises, à Magny, le général de Gaulle tint à saluer 2 couples de jeunes mariés, il fut comme les précédents celui des grands thèmes, ceux que le chef de l'État a repris à 3, l'Europe, l'Alliance Atlantique, la détente, le rôle de l'État et la solidarité nationale. Dans la banlieue de New York, un banal feu de broussailles a bien failli tourner à la catastrophe. Favorisé par la sécheresse inhabituelle de ces dernières semaines et attisé par un vent violent, les flammes se sont propagées à une vitesse foudroyante à travers une zone résidentielle située entre Bayonne et Lutzen. Des milliers de pompiers venus de New York et des environs, aidés par de nombreux volontaires, ont lutté toute une journée pour faire au feu une part exceptionnellement belle, 500 maisons et 1200 hectares calcinés. Par miracle, il n'y a que 4 morts, la plupart des demeures détruites étant des chalets de week-end encore inoccupés. Depuis quelque temps, Vito, petite bourgade de Côte d'Or, s'interrogeait. Le tout Vito offrait des signes évidents de perplexité. Il y avait les pour et les contre. Il est vrai que la question était de taille. Laisserait-on détourner la route nationale trop étroite, ou pour la garder au milieu de la commune, sacrifierait-on les halles, des halles tout de même du XIVe siècle? N'y tenant plus, Vito organisa son référendum. Et c'est ainsi que les habitants d'un petit chef-lieu de canton se singularisèrent ce dimanche-là en prenant le chemin des urnes. La belle affaire, direz-vous, mais si Vito allait être imité, on ne sait jamais exactement où commence une épidémie, on l'a bien vu avec le twist. En tout cas, il n'y a plus de problème à Vito. Allègrement par 305 oui contre 65 non, la bourgade de Côte d'Or a opté pour l'élargissement de la rue.
l'abbaye de Westminster, en présence d'un parterre de têtes couronnées et de 2000 invités, la princesse Margaret et la reine Elisabeth sont venues assister au mariage de leur cousine, la princesse Alexandra. Conduite par son frère le duc de Kent, celle que les Anglais ont surnommée la princesse souriante, va être unie à l'honorable Angus Ogilvy, second fils du comte d'Airlie. C'est l'archevêque de Canterbury qui célèbre le mariage selon le rite anglican. 12e dans l'ordre de succession au trône, la princesse Alexandra a souvent remplacé la reine et la princesse Margaret dans certaines cérémonies officielles. Derrière la traîne longue de 20 pieds, on a beaucoup remarqué la princesse Anne, devenue très jeune fille. La princesse Marina, mère de la mariée, a été profondément émue du triomphe fait par la foule aux jeunes époux qui vont partir pour l'Écosse, terre des ancêtres de M. Ogilvy. C'est la fleur la plus répandue de tout le règne végétal. Elle prolifère de l'Amérique à l'Himalaya, de Bali à Tahiti. Et pourtant, on lui consacre de laborieuses cultures en serre. En Île-de-France, par exemple, des études minutieuses et des soins attentifs lui ont apporté la perfection, lui ont constitué son gotha. Telles sont en effet les orchidées. D'une graine, il est toujours possible d'obtenir mieux que la fleur qui l'a produite. Mais au prix de quelle patience! Sélectionnées dans de petites centrifugeuses, les graines sont ensemencées une à une dans une gélatine très sucrée. Celle-ci remplace les champignons auxquels les graines sauvages empruntent habituellement leur substance nutritive. Hermétiquement fermés, stérilisés, les flacons doivent être étiquetés car on ne les ouvrira plus avant 1 an. C'est le temps nécessaire pour que les plantules aient atteint la taille suffisante qui permettra de les repiquer dans une mousse humide. Et ce n'est pas fini. De repiquage en repiquage, 7 à 8 ans encore vont passer avant qu'on obtienne la fleur attendue, la plus chère des fleurs. Veut-on obtenir une nuance nouvelle? Alors c'est un nouveau cycle qui commence. Un cycle qui va durer de 9 à 10 ans, depuis l'instant où la boule de pollen est déposée sur le stigmate de la plante, jusqu'à celui qui verra éclore le premier bouton sur le nouveau pied d'orchidée. Ainsi sont nées, dans les serres de la Tuilerie à Boissy-Saint-Léger, pour être exportées à travers le monde, plus de 1000 variétés de ces fleurs étranges. Le moins curieux n'est pas qu'originaires des tropiques, les orchidées créées en Île-de-France repartent par avion vers leur pays d'origine pour y orner les boutonnières ou les appartements. C'est dire le prestige des orchidées de culture comme le fascinant, l'inquiétant sabot de Vénus.